Samedi 2 juillet 2022, 2 jours après la célébration du 62e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous à ce magazine d'actu commenté de ce week-end qui va parler de choses très intéressantes. Je vous annonce également déjà que lundi prochain, nous allons commenter et décortiquer les discours des 18 minutes du président de la République autour de nos 62 ans d'indépendance, sécurité sociale, éducation, diplomatie. Félix Antoine Tshisekedi a passé en revue tous les différents aspects de la vie nationale. Nous en parlerons lundi avec un invité pour pouvoir décortiquer ces 18 minutes de discours autour de la fête nationale. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la militarisation de l'agriculture. J'ai avec moi un ouvrage écrit par un sénateur, un écrivain, un formateur en management et communication. Il est également auteur de nombreux ouvrages et a reçu plusieurs prix littéraires. On l'appelle Monsieur Didier Moumeki. Avec lui, nous allons parcourir 396 pages de cet ouvrage en lisant chez vous à domicile, mais aussi en commentant le contenu avec un de ses collaborateurs qui nous a rejoint, qui maîtrise parfaitement le contour de cet ouvrage. Nous allons donc recevoir pour vous, monsieur, quelqu'un, ça va vous étonner, hein? Il s'appelle Quelqu'un Banza. Donc, quelqu'un dans le sens du prénom, c'est ça, non? Exactement. Bienvenue, monsieur Quelqu'un, à ce magazine. Merci beaucoup, monsieur Yves, pour cette louable invitation. Je suis très heureux et très honoré d'être présent ici. Alors, nous serons très pédagogiques hein, aujourd'hui. Oui. Très pédagogiques. J'exhorte d'ailleurs tous ceux qui nous regardent. Vous avez la possibilité. Vous avez votre bloc-notes, vous avez un stylo, vous avez un petit carnet. Vous pouvez noter même avec votre téléphone. Militariser l'agriculture. Ça paraît complexe, certes, mais 62 ans après notre indépendance, monsieur Mbanza, 62 ans après, où se situe le Congo au plan social? Parce que, qui dit agriculture, renvoie directement au ventre, à la famine. D'ailleurs, plusieurs enfants congolais jusqu'à ce jour souffrent encore du problème de faim dans notre pays en ce siècle présent. Oui. Mais 62 ans après, où se situe la RDC au plan social? Merci beaucoup pour cette question. D'ailleurs, en me posant cette question, vous êtes en train de réveiller en moi le cri alarmant en fait. Le cri alarmant, pourquoi? Parce que la situation sociale aujourd'hui, s'il faut parler de où se situe la RDC 62 ans après l'indépendance, nous devons dire qu'aujourd'hui, nous vivons une apocalypse sociale. Okay. La situation est tellement lamentable qu'il y a aujourd'hui, on compte plus de 27 millions de personnes qui vivent de la famine, qui vivent sous une insécurité alimentaire. Et c'est là, nous disons que c'est vraiment un génocide silencieux. C'est vraiment un génocide silencieux. Donc 62 ans après l'indépendance, la situation est tellement apocalyptique. À l'origine, l'inaction des politiques ou l'irresponsabilité, parce qu'il y a des nuances. C'est de l'irresponsabilité des dirigeants, oui, ou c'est l'inaction dans laquelle nous sommes plongés? En tout cas, je pense que comme il faut parler aujourd'hui de après-indépendance, moi je pense qu'il faudrait aussi faire un petit tableau, revoir un peu avant l'indépendance ou bien pendant l'indépendance. Pour chiter à cette question, savoir est-ce qu'il y a l'inaction ou bien il y a l'irresponsabilité. Moi je pense que non, il y a les deux ensemble. Okay. Mais c'est quoi l'origine? Vous savez, pendant la colonisation, les colons nous a désappris les Congolais à travailler, à enlever les goûts du travail. Le travail était perçu pendant la colonisation comme un corvée.
Donc, il fallait travailler durement, mais le revenu ne revenait pas au peuple congolais. C'est-à-dire que non, tout ce que nous produisions à l'époque était pour servir le bien, l'économie étrangère, l'économie du colon. Je vais même illustrer, vous savez qu'à l'époque, nous sommes là en 1885, lors de la conférence de Berlin. Juste à côté, pendant la même période, il y avait l'inventeur qui a inventé l'automobile, le véhicule, la voiture. Donc, on avait besoin de caoutchouc. On avait besoin de caoutchouc pour fabriquer des pneus. Les pneus et autres détails. Comme la République démocratique du Congo était qui était une propriété du roi Léopold II, c'est-à-dire que non, les colons sur place, ils ont du coup amené les Congolais à pouvoir abandonner la culture de maïs, abandonner la culture de manioc, abandonner toute culture possible. Pourquoi? Pour se donner à la production de caoutchouc. Vous voyez? Et vous savez, une situation qui est lamentable dans ça, c'est que si vous ne réalisez pas le quota recommandé par l'autorité coloniale à l'époque, donc la sanction était désastreuse. Ouais. C'est quoi? On devait vous couper le main. Ouais. Si vous n'amenez rien, on vous coupe et le main et le pied. Alors, regardez un peu le sens que les Congolais avaient du travail. Lui qui vivait de l'agriculture, qui vivait dans une économie bien organisée dans son coin. Mais du coup, il y a un envahisseur qui arrive et qui lui amène maintenant, qui change la philosophie du travail. Qui impose un format et un style. Et qui impose une culture par rapport aux besoins de la métropole. Alors voilà, c'est dans ces contextes que le Congolais a perdu le goût du travail. Les travails étaient maintenant les corvées, les travails étaient, sous le coup de fouet. Alors, c'est juste après l'indépendance que maintenant, lorsqu'il y a eu l'indépendance, tous ceux qui étaient au champ, qui travaillaient au champ pour le bien des colons, tout son consort, ils ont chanté l'Ipanda, indépendance tcha-tcha. Alors, pour eux, l'indépendance était perçue comme étant abandonner le travail, c'est-à-dire que non, laisser les champs, laisser l'agriculture, maintenant nous sommes libres, nous allons manger. Alors que la manne ne tombera pas. Alors ne tombera plus d'ailleurs. Ne tombera pas. Là, je parlais un peu pour répondre au problème de l'irresponsabilité ou bien de l'inaction. Donc, vous avez vu que non, d'abord, la population ou bien le peuple congolais a compris que l'indépendance était abandonnée, le travail, donc attendre, je ne sais pas, une manne qui pourrait venir au ciel. Alors, à côté, il y a aussi l'absence, maintenant, d'une intelligence politique qui devait remettre le peuple au travail, remettre le peuple à l'école du travail pour qu'on puisse comprendre que non, maintenant, si avant on a travaillé pour les colons, maintenant nous devons travailler pour nous-mêmes. Et malheureusement, ce n'était pas le cas. Alors, à quoi renvoie la militarisation de l'agriculture? Qui doivent en être les acteurs, les bénéficiaires et les porteurs de la vision? Est-ce que militariser, ça signifie prendre les militaires, les envoyer au champ? Ou militariser, ça veut dire travailler avec... Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est quoi militariser? Et en fait, vous savez, vous voyez, comme je viens de le dire, je viens de faire les tableaux noirs de notre pays, ce qui peut m'amener à dire que non, le Congo, comme étant un corps social, ce pays est malade. Alors, un corps qui est malade doit, pour la guérison, doit aller voir un médecin. Donc, c'est le médecin qui est appelé à faire maintenant une prescription après un diagnostic approfondi de la situation et le médecin va faire ce qu'on appelle une prescription. Alors, il revient maintenant au malade de suivre la prescription médicale. Vous voyez? Parce qu'il y a des malades têtus, hein? Bien évidemment. Donc, vous voyez, quand vous allez auprès d'un médecin, ça dit que non, vous vous sentez que non, vous êtes dans une situation qu'un médecin doit vous répondre.
vous devez abandonner. Je pense que non, je dois aussi faire appel à la conscience de chacun de nous que lorsqu'on est malade, nous devons aller à l'hôpital et non pas prendre de nous-mêmes des médicaments. L'automédication, ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre de côté. Alors maintenant, voilà pourquoi est-ce que un Congolais, un écrivain, un scientifique du nom de Didier Moumengi, il a fait... Quand on peut nous illustrer, hein, les sénateurs Moumengi, il a fait le diagnostic de cette situation depuis la période coloniale, avant la période coloniale. Il a fait un diagnostic de la situation après l'indépendance et il s'est mis à penser. Il s'est mis à penser pour qu'il nous propose qu'on décrète un état d'urgence agricole. Donc cet ouvrage du sénateur Didier Moumengi passe pour un vademecum, je peux dire ça comme ça, ou une notice pleine de recommandations que tout État, je ne parle pas que de la RDC, hein, la dimension du contenu de cet ouvrage dépasse les frontières nationales. On peut militariser l'agriculture de toute l'Afrique et nous ne mourrons plus jamais de faim. Donc, ceci a valeur de pendule ou de, je sais pas, ou de boussole pour permettre aux États de se relever. Vous savez, lorsque vous traversez le désert, vous avez besoin du boussole. Vous avez besoin des girouettes pour vous indiquer la direction du vent. Sans ces éléments, donc, vous allez vous perdre. Donc, ces livres, c'est le boussole. Dans cette impasse, une situation alarmante, sociale alarmante, il nous propose la notice. La notice que nous devons appliquer. Nous devons appliquer. Donc, comme un médecin du corps social, qui est le pays, il propose qu'on puisse vraiment décréter à la hussarde un état d'urgence agricole pour répondre à tous ces problèmes de la famine, à tous ces problèmes de la faim. Parce que, vous savez, dans un État qui se dit État de droit, le premier droit du citoyen, c'est de manger à sa faim. Alors, certains analystes pensent que l'agriculture au Congo est déjà militarisée à travers le service national. Est-ce faux? Ce que le service national fait, ce n'est pas ce que le sénateur Moumengi recommande dans son ouvrage? Non, je pense que non. Nous sommes dans des contextes différents. Nous sommes dans des situations différentes que je ne peux pas ici, moi, comparer. En lisant les livres, parce que j'ai lu les livres de bout en bout, d'une page à une autre, je pense que la proposition que l'honorable, que l'écrivain Didier Moumengi est en train de faire ici, c'est deux choses. Première chose, c'est nous remettre à l'école du travail. Pourquoi à l'école du travail? Dans ces livres, il propose des concepts. Premièrement, à côté de la militarisation de l'agriculture, il fait appel à la conscience de chacun pour qu'on puisse prendre conscience que non, il y a un mal social qui existe. Mais maintenant, vous n'avez pas encore répondu, monsieur quelqu'un. Militariser l'agriculture veut dire quoi? Prendre les militaires, les envoyer faire les champs ou comment? Parce qu'il y a des gens qui peuvent dire, on a dit on doit militariser. Moi, je ne suis pas un militaire, donc je ne fais pas les champs. Ça renvoie à quoi? Militariser l'agriculture. Militariser l'agriculture veut dire quoi? Lorsqu'on parle de la guerre sans fin contre la faim, dans une guerre, il y a un corps qui est appelé à combattre. D'abord, la mission principale d'un militaire, c'est défendre la nation contre l'ennemi. Parfait. Et maintenant, 70 ans après l'indépendance, nous constatons que notre ennemi qui est le plus coriace, c'est la faim. Alors, lorsque nous connaissons, parce que dans une guerre, il faut d'abord avoir la connaissance de qui est l'ennemi. Qui est l'ennemi, l'identifier. Et il faut aussi comprendre quel type d'armes l'ennemi utilise. Parce que dans une guerre, celui qui gagne une guerre, ce n'est pas celui qui a l'armement, l'arsenal de l'armement un peu gigantesque, mais c'est celui qui comprend l'armement qu'il a et comment le manipuler. Donc, nous sommes en guerre contre la faim et pour ça, il faut décréter un état d'urgence agricole. Nous sommes dans une guerre. Nous sommes dans une guerre sans fin contre la faim. Une guerre sans fin, fin avec F-I-N, contre la faim, fin avec F-A-I-M, fin Yanzala. Voilà. Alors dans cette guerre, maintenant pour combattre, il faut militariser l'agriculture. Parce que
la réponse qu'il faut pour combattre l'ennemi qui est la famine, il faut la production agricole. Agricole, parfait. Voilà pourquoi l'honorable ou le l'écrivain dans son livre, il propose qu'on puisse créer, au-delà des trois forces de la défense que nous avons la force terrestre, nous avons la force aérienne, nous avons la force navale. Qu'on puisse créer une quatrième force, qu'il soit une force militaire agricole. Alors, mais à travers le ministère qui est en charge de l'agriculture et la sensibilisation pour que chaque Congolais prenne conscience et se responsabilise d'abord pour nourrir son propre ménage. C'est bien ça? Exactement. Vous voyez, ici, nous voulons démontrer une chose qui est claire, en fait. Je vais illustrer un peu la guerre à l'Est. Ok. Nous sommes en guerre à l'Est. Et lorsqu'on est en guerre, il faut augmenter ses ressources en hommes, vous voyez. Donc, capacité. La capacité. Or, lorsque vous augmentez la capacité en ressources humaines, des militaires qui doivent combattre, ça dit que non, le budget aussi doit changer. Doit être revu à la hausse. Doit être revu à la hausse. Absolument. Or, maintenant, ces corps de la défense n'ont pas une production budgétaire. Voilà pourquoi est-ce que même ces concepts n'est pas simplement limité au niveau de la militarisation comme étant création d'une force militaire, mais c'est au-delà que les corps, comment on appelle ça, les corps de la défense ne soient pas un corps budgétivore. Parfait. Que ça soit aussi un corps qui produit. Alors pour produire, il faudrait assurer d'abord la sécurité. Au-delà de la sécurité géographique, nous avons aussi la sécurité alimentaire. Alors, pour assurer la sécurité alimentaire, il faudrait passer par un corps. Un corps dans l'architecture d'un pays, le corps qui est appelé à pouvoir obéir, qui n'est là que pour l'obéissance, c'est l'armée. Donc, l'armée se déploie. Nous devons d'abord récupérer l'étendue de notre territoire national. Or, le peuple se déplace. Le peuple est libre d'aller où il veut. Alors, si le peuple est libre d'aller où il veut, maintenant, nous avons laissé nos frontières à la merci du pays voisin. Alors, comme les frontières, parce qu'il y a l'insécurité physique, l'insécurité, je ne sais pas, causée par les rebelles, fait à ce que non, le peuple puisse fuir les zones de guerre pour aller trouver la paix ailleurs. Alors, le déploiement de la force militaire va faire à ce que la présence militaire va garantir premièrement la sécurité et va repeupler nos zones rurales abandonnées. Okay. Deuxième chose, cette occupation avec la production agricole bien élaborée par ces villages agro-militaires qui seront implantés, va faire à ce qu'il y ait suffisamment à manger pour tout le monde. Est-ce que pour matérialiser, mettre en exécution tous ces schémas, toutes ces propositions, comme on dit que tout ce qui est conçu bien, les mots pour les dire viennent clairement. Okay. Qui peut exécuter ceci à l'exception de son concepteur? Est-ce que ce n'est pas une porte que Moumengi Didier, sénateur, écrivain, voudrait forcer ou ouvrir pour aller au gouvernement et mettre en pratique toutes ces idées au profit de la population? Est-ce qu'il n'est pas la recherche d'une fonction au sein du gouvernement? Monsieur Yves Abdallah, c'est une question, je ne sais pas où vous voulez en venir. L'écrivain Didier Moumengi est aujourd'hui à son 23e ouvrage. Parfait. Peut-être qu'il n'a jamais été compris sur le 22. Peut-être qu'il sera compris. Non, vous savez... Il sera peut-être compris dans ça, en militarisant l'agriculture. Le bien qui est en lui, c'est que c'est un homme ouvert. C'est un homme qui est prêt à la contradiction. C'est ça ce qui est différent avec tout autre. C'est que les écrivains, à la dimension de l'écrivain Didier Moumengi, a mis sur la table des réflexions, ce que nous pouvons faire. Ce que nous pouvons faire. Ce que chacun de nous doit faire.
Je vais recommander à chacun de nous d'aller, de trouver cet ouvrage, de le lire de fond en comble. Okay. Je dis ici que non, lui, en tant que médecin, il n'a fait qu'une prescription. Maintenant, il revient aux malades. Le malade ici, c'est qui? Le malade ici, c'est les gouvernants. Les malades ici, c'est les gouvernés. D'appliquer, je vous assure que si nous appliquons méthodiquement ce qui est écrit dans cet ouvrage, dans une année, nous allons répondre au problème de la famine en République démocratique du Congo. Et dans 3 ans, nous allons revenir un pays, non pas qui importe, parce qu'aujourd'hui, nous importons plus de 1,5 milliard de dollars. Donc, nous dépensons, nos capitaux vont ailleurs. Alors, par rapport à ces soucis, il s'est dit, non, non, je dois quand même réfléchir pour le pays, pour ces corps malades. Il propose un ouvrage. Donc, cet ouvrage qu'il propose, il les met à la disposition de chacun de nous, gouverner tout comme gouvernant, de pouvoir l'appliquer. Mais est-ce qu'il est compris dans sa démarche? Est-il compris, le sénateur Didier Moumengi? Être compris ou pas, je vais évoquer ici une chose. Vous savez, en 2018, j'étais dans la salle de la Senco lors de la présentation du programme de société du candidat Martin Fayoulou. Martin Fayoulou s'est inspiré de cet ouvrage? Non. Entre autres. Du livre bleu. Du livre bleu. Okay. Parce qu'avant cet ouvrage, le livre bleu, oui. L'écrivain, il a publié un livre bleu qui comportait 34 projets décisifs pour changer le Congo. Il a une passion. Dans ses écrits, il n'écrit que pour le Congo. Il n'écrit que ce que doit faire le Congo. Il est motivé, motivé par de voir un autre Congo. Il voit un autre Congo en train de se réveiller. Il voit un Congo où tout le monde se remet au travail. C'est ça son plus grand souci. Alors, ces Congos-là, je vais vous poser la question. Maintenant, il parle de l'agriculture. Parce que militariser l'agriculture, ici, nous voyons le ministère de la Défense. Est-ce que pensez-vous que non, il pense devenir ministre de la Défense? Ces livres parlent de l'agriculture. Nous avons le ministère de l'Agriculture. Va-t-il devenir ministre de l'Agriculture? Ces livres parlent du tandem monétaire, un système financier national. Va-t-il devenir le ministre des Finances? Ces livres parlent encore de la diplomatie agricole. Comment est-ce qu'aujourd'hui nous allons répondre aux problèmes de l'insécurité alimentaire dans le monde? Vous voyez, il a même écrit ces livres avant même la guerre en Ukraine. Il a prédit une crise alimentaire mondiale. Donc, ce qui nous touche déjà d'ailleurs. Ce qui nous touche déjà. Alors maintenant, lui, qui est penseur, il remet sur la table de la réflexion ce que nous devons faire pour que nous puissions répondre aux problèmes sociaux que nous connaissons, entre autres la faim. Je n'ai pas envie de dire qu'il sera candidat président demain, parce que déjà vous venez de nous démontrer que dans toutes ces réflexions, dans tous ces ouvrages, le sénateur Moumengi ratisse dans tous les domaines de la vie. En d'autres termes, le sénateur Didier Moumengi est porteur, à travers ses différents ouvrages, d'une vision politique qui peut, une fois mise en œuvre, bouger les lignes en RDC sur le plan sécuritaire, sur le plan social, sur tous les autres différents aspects de la vie d'une nation. 2023, ça vous tente? Je me réjouis que tout cela ne sort pas de moi, parce que ici, M. Yves Abdallah, vous représentez la population congolaise qui me suit en ce moment, et que comme cela sort de vous, moi, je pense que c'est la pensée de la population congolaise. 2023, ça vous tente? Je repose ma question. Monsieur Didier Moumengi n'est pas un situationniste. Monsieur Didier Moumengi n'est pas un opportuniste. C'est un penseur. Parfait. Il a pensé, il a mis sa réflexion sur la table. Il revient à chacun de nous de pouvoir dire ou contredire par rapport aux écrits. Merci d'être venu à cette émission. Monsieur Quelqu'un Manza. Voilà. À vous, amis téléspectateurs, merci pour votre sympathique attention. Vous retrouverez cette émission en rediffusion sur nos antennes à des heures que vous connaissez. Entre-temps, portez-vous bien et bon week-end chez vous. Au revoir.